Retrouvez tous les lundis Hand Day avec une pléiade d'invités autour d'un animateur, Ludovic Gavard, des consultants experts, Benoît Perabou, Michael Less, et nos deux consultants d'RTS, Stan Aguilar, Thomas Mirad. Tous les lundis, 20h, sur www.rtsradio.fr. Orléans, Justin Raphaël, FC Rouen, Marc Épinal, Dimiroy, Stéphane Vincent, Kevin Lefebvre, Cyril Noyer, Romain Beignet, Julien Redel, Sandy Payot. Vous avez compris, ils ont tous répondu à l'appel du débrief du national, tous les mardis, entre 20h et 21h, sur RTS Radio, RTS Radio, RTS Radio, RTS Radio, RTS Radio, RTS Radio, RTS Radio. Alors vous aussi, supporters du championnat national, notez bien le rendez-vous, tous les mardis, 20h, 21h, rtsradio.fr, le débrief du national. Allez, il manque plus que vous. Tous les mardis, de 21h à 22h, quand on aime le foot, on parle foot, arrive sur les antennes de RTS, avec des invités de marque. Mathieu Séville, ici Ludovic Joly, ici Wanueloa, Ici Franck Signorino. Ici Amélie Fabriès. Ici Galtier Jordan. ici Badiane Jean-Michel. Quand on aime le foot, on parle le foot et je l'écoute sur RTS Radio. Retrouvez-nous tous les mercredis de 20h30 à 22h en direct sur rtsradio.fr pour Liberté pour les auditeurs, l'émission de la libre expression, bien sûr l'émission interdite aux enfants en compagnie de Xavier, Thomas, Chris Dream et bien sûr moi, Stan. On compte sur vous. À bientôt. Retrouvez le Motors Show, l'actu des sports mécaniques, tous les jeudis à 21h sur RTS avec Mathieu et son équipe. Retrouvez-nous tous les vendredis dans Abo Prono de 20h30 à 21h30, l'émission des paris sportifs. À bientôt. Et bonsoir à toutes, bonsoir à tous. On se retrouve pour le débrief du national, le rendez-vous 100% championnat national, tous les mardis entre 20h et 21h sur rtsradio.fr, avec ce soir l'équipe complète, Clément, Thomas, et puis des super invités. On va avoir bien sûr le champion de national avec au programme, ça sera pas le capitaine Benoît Poulain, mais ça sera le joueur plein d'expérience qui est Sébastien Piocel, donc on est tout aussi content, et j'imagine que vous aussi, chers auditeurs. Et puis ensuite, on aura un petit peu une des révélations de ce championnat national, surtout en fin de saison. Un joueur avec une super trajectoire, vraiment une belle histoire, vous verrez. C'est l'attaquant de l'US Orléans, le numéro 9, Sébastien Persico, numéro 9 de l'USO, que nous recevrons donc en deuxième partie d'émission. Et allez Clément, je te laisse les clés du premier interview, et on part donc tout de suite avec Sébastien Piocel. Donc une fois n'est pas coutume, c'est moi qui vais faire l'interview aujourd'hui à la place du grand Émeric. Et aujourd'hui, quel invité, et non pas Benoît Poulain, c'est Sébastien Piocel. Bonjour Sébastien Piocel et merci d'avoir accepté notre invitation pour le débrief du national. bonjour. Alors, on va commencer directement par l'actualité chaude quand même. Comment vous vous sentez depuis ce titre de champion national? J'imagine que vous avez bien fêté ce titre. Ouais, j'allais dire fatigué, mais non, on est surtout satisfait parce qu'on a vécu une saison compliquée. Comme je pense toutes les équipes dans le championnat de national qui est pas évident, donc où il y a beaucoup de matchs difficiles et c'est vrai qu'on était parti avec un petit handicap avec nos 3 défaites les 3 premiers matchs et on a cravaché, donc même si on faisait partie des équipes favorites pour la montée, on s'est bien repris et on est satisfait de pouvoir remonter en Ligue 2. Donc on va revenir un peu plus sur le match de Vannes. Racontez-nous tout simplement comment vous l'avez vécu de l'intérieur et l'objectif c'était vraiment la victoire pour aller chercher le titre ou on se contentait de la montée en Ligue 2? Non, c'est sûr qu'on était un peu plus décontracté parce qu'on savait déjà qu'on montait en Ligue 2. Après c'est vrai que il y avait plusieurs petits challenges, donc déjà rester invaincu puisque ça faisait
ça faisait 15 matchs qu'on n'avait pas perdu. Ensuite, on est quand même la meilleure équipe à l'extérieur et Vannes la meilleure équipe à domicile, donc c'est vrai qu'on les aurait bien battus aussi juste pour ça, parce qu'ils n'avaient pas perdu de match. Et puis surtout, pour être champion, c'est même si c'est que du national, au niveau du palmarès, pour le club, pour les supporters, hein, c'était bien de pouvoir être premier. Finalement, un nul nous a suffi, donc on avait une équipe de Vannes en face qui avait une toute petite chance encore de pouvoir accéder, donc ça a été un match assez ouvert. Et voilà, donc on a fait ce qu'il fallait. Et donc justement par rapport à cet objectif d'être champion, pendant la rencontre, vous avez pris connaissance de l'évolution du score à Colmar et à Ajaccio ou pas du tout? Non, pas du tout, non. C'est pas comme la semaine d'avant où là même en gagnant on n'était pas sûr de pouvoir déjà monter. Et finalement il y en a eu que des résultats positifs pour nous. Non, franchement là ça a été plus le fait de prendre du plaisir, de jouer décontracté. C'était aussi la dernière du coach avec nous, donc on avait aussi envie de finir sur une bonne note. Donc peut-être que Vannes l'ont fait certainement même, mais nous on est resté concentrés sur notre match. Et donc tu parlais de la semaine dernière, entre autres des matchs qui étaient importants. Est-ce que après le match du Poiré, vous avez fêté ça tout de suite ou vous avez attendu, vous êtes dit on verra samedi prochain, il y a quand même le titre à ramener, faut gagner le dernier match, faut aller jusqu'au bout de la saison? Non, c'est complètement lâché juste après le Poiré parce que comme j'ai dit, donc ça a été tellement difficile. Finalement, il y avait ces 5 équipes qui se tenaient en très peu de points. C'était très très stressant. Et en fait, c'était un match assez particulier parce qu'on a marqué aussi sur le tard. Donc non, on a fêté ça dignement. Et bon, même si on savait qu'il restait le match de Vannes, on a fait une semaine vraiment décontractée où il y a eu beaucoup de ballons, beaucoup de récupération. Donc voilà, on va dire qu'on l'aura fêté doublement, donc une fois pour la montée, une fois pour le titre. D'accord. Et donc c'était en quelque sorte l'objectif de monter, mais durant cette saison, Nîmes s'est régulièrement ou même parfois retrouvé un peu décroché du podium. Est-ce que vous avez douté pendant la saison est-ce qu'il y a un moment où vous avez arrêté de croire que vous pourriez monter en Ligue 2? Non, parce que en fait on est parti vraiment de très bas de suite, donc finalement on a chassé toute la saison. On a comme j'ai dit, on partait avec -9 avec ces 3 défaites d'entrée. Ensuite, il y avait encore un peu la déception de la descente de l'an dernier. Donc pour ceux qui l'avaient vécu, il y a des joueurs qui sont arrivés sur le tard, dont je fais partie, ou Cyril Merville. Et c'est vrai qu'après ensuite un groupe s'est créé, on a pris confiance en nous, on a beaucoup travaillé. Il y a eu des matchs un peu difficiles aussi à domicile, où on méritait des fois de gagner, on n'arrivait pas à marquer. Mais non, finalement, petit à petit, on est monté au classement. Donc, oui, il y a des moments difficiles dans le sens où il y avait ces 5 équipes-là. Donc, on n'était pas à l'abri d'un faux pas. Mais on savait que ça allait être difficile jusqu'au bout. Et finalement, sur l'ensemble de la saison, je pense que c'est amplement mérité. Et donc, finalement, avec une telle concurrence, c'est double mérite de terminer champion, non? Oui, aussi. Donc, c'est vrai que l'an dernier en national, il y a des équipes avaient surclassé les 3 équipes qui étaient montées avaient surclassé le championnat. Cette année, c'était pas du tout comme ça. Donc et puis quand on arrive en fin de saison, il y a aussi des clubs qui doivent se sauver. Donc j'ai l'impression que vraiment toutes les équipes ont joué le jeu. Et alors je sais pas si on a plus de mérite. En tout cas, donc nous l'objectif c'était de remonter. Et comme j'ai dit, le titre c'est pas anecdotique, c'est quand même important pour un joueur dans une carrière ou pour le club. D'ailleurs, à ce titre-là, est-ce que comme en national ou peut-être en Ligue 2 ou en Ligue 1, vous avez reçu un trophée particulier ou c'était simplement symbolique ce titre de champion national? Non, on n'a rien reçu. Pour l'instant, je sais pas comment ça fonctionne, mais on n'a rien reçu. Donc on a quand même dans notre équipe le meilleur buteur et le meilleur joueur du national, c'est Douconé. Donc ça c'est une satisfaction, donc parce que ça veut dire qu'il a bien été entouré et que surtout il a fait du bon boulot. Après, on n'a pas eu de récompense particulière. D'accord. C'est on va peut-être pousser un peu du côté de la ligue pour vous aider. J'ai pas entendu. La fédération française. La fédération française, c'est la fédération française qui gère le tournoi.
C'est relativement récent, les trophées en Ligue 1 et en Ligue 2, Clément. Bah, c'est vrai qu'en Ligue 2 en plus ça avait posé débat puisque le trophée n'avait pas été remis tout de suite, donc bon. Oui, Bastia. Ouais, c'est vrai. Et donc toi. maintenant que le championnat est terminé, cette semaine vous avez encore quelques obligations avec votre club ou vous êtes tout simplement en vacances et libre en quelque sorte? Non, on avait une dernière réception hier, donc mais bon, ça tombe que c'est la Feria, donc sur Nîmes, donc ça nous a permis de se revoir une dernière fois, donc avec aussi pas que les joueurs, mais aussi les gens de l'encadrement, donc tout le club, donc ça c'est aussi appréciable, parce que bon, on travaille pas, il n'y a pas que les joueurs qui travaillent dans le club. Déjà pour eux c'était aussi très important, donc parce que de retrouver la Ligue 2, donc on savait très bien qu'une deuxième année en nationale, ça allait être un peu compliqué pour garder tout le monde au niveau administratif, donc ça c'est déjà aussi une bonne chose. Et voilà, donc maintenant on va profiter des vacances, on sait qu'on reprend le 22 juin, donc ça va être assez court, mais on va décompresser et en profiter. Ah oui, une reprise quand même assez rapide. Le championnat commence que début août, pourtant en Ligue 2, comment ça se fait que vous repreniez aussitôt, je veux dire? Ouais, il y a plusieurs clubs, j'ai vu qu'ils reprenaient aussi le 18, donc on va être un peu dans les temps. Il y aura un premier tour de Coupe de la Ligue, donc à mon avis c'est aussi pour ça qu'on reprend à cette date-là. En plus, il y aura un nouvel entraîneur, donc c'est toujours intéressant pour lui d'arriver quelques jours avant pour connaître un peu les joueurs, l'effectif, sachant que on a un effectif qui est quasiment on est quasiment tous sous contrat, donc c'est peut-être pour ça. Donc tu commençais un petit peu à en parler, j'allais te parler de l'année prochaine. Nîmes évoluera donc en Ligue 2 mais sans Thierry Froger. Comment le groupe a vécu cette décision en cette fin de saison? Non, c'est vrai que bon, c'est une décision qui appartient aux dirigeants, au président. Nous on a vécu malgré la montée une année compliquée. Je pense que le coach aussi, parce que c'est vrai que c'est un club où on en demande toujours plus. Lui, il a atteint son objectif, donc ça c'était quand même la chose principale, donc c'est ce qu'on lui avait demandé, que le club retrouve la Ligue 2. Après, d'après ce qu'on nous a dit, il y a eu des divergences par rapport au nouveau contrat proposé par le président, donc a priori il a quand même proposé quelque chose. Nous, on a bien fonctionné avec le coach cette année, il y a eu des hauts et des bas, mais bon, il nous a jamais lâché, on l'a jamais lâché. Je pense que la plupart du groupe aurait souhaité continuer parce que au-delà de l'homme, c'est toujours important quand même de travailler un peu dans la sérénité et dans la continuité. Voilà, mais bon, encore une fois, donc pour voir plein de choses dans le football, il y a plus rien qui surprend de toute façon. Donc voilà, nous on est salariés d'un club et on va essayer avec le nouvel entraîneur de se maintenir en Ligue 2. Et voilà, je souhaite bon vent au coach. Je pense qu'on aurait souhaité quand même qu'il reste. Maintenant, encore une fois, c'est pas de la langue de bois, mais bon, c'est comme ça. On peut pas non plus se prononcer une fois que la décision a été prise. Et toi donc qui a rejoint cette équipe de Nîmes l'été dernier, qu'est-ce que tu prévois pour l'année prochaine? Est-ce que le changement de coach va influer ta décision ou est-ce que c'est déjà tout choisi par rapport au contrat qui a pu être signé ou autre? Moi, il me reste 2 ans de contrat. J'avais fait un choix, on va dire, mi-sportif, mi-familial, puisque j'ai quand même 33 ans, donc et venir à Nîmes où c'est à côté d'Arles, donc avec l'ambition bien sûr de retrouver la Ligue 2 le plus vite possible. Donc a priori je devrais rester. Maintenant c'est vrai que c'est pas parce qu'on est en fin de carrière qu'on n'a pas des ambitions. Je parle pas forcément des ambitions de jouer tous les matchs, mais juste d'être en phase avec l'entraîneur, de quelqu'un qui compte dans le vestiaire, que même sans débuter toutes les rencontres. Et j'aurais envie de bien terminer. Donc si je suis en phase avec l'entraîneur et qu'il n'y a pas de souci, je resterai. Et si éventuellement, ce que je pense pas, donc on comptait pas sur moi, bon là on envisagera autre chose. Mais dans l'idée, il y a de fortes chances que je reste à Nîmes. En tout cas, j'en ai la volonté. Et la troisième possibilité qui est d'avoir une proposition d'un niveau supérieur. D'ailleurs, est-ce qu'il y a déjà des contacts avec d'autres clubs ou pour l'instant on vous laisse vous concentrer sur l'équipe de Nîmes? Bon, il faut être réaliste. Vous savez, donc je sors d'une saison, je sortais d'une saison avec Arles en Ligue 1 où
ça avait été un peu compliqué. Il y a énormément de joueurs sur le marché. Donc j'ai pas cette prétention là donc de retourner en Ligue 1 ou quoi que ce soit. Donc je pense déjà d'être à Nîmes qui est un club vraiment structuré où il y a un passé, où il y a beaucoup de supporters. C'est nous qui avons la meilleure affluence cette saison nationale, donc on espère si on démarre bien la saison, donc qu'il y aura du monde au stade. Donc franchement, j'ai tout ici pour justement pour prendre du plaisir. C'est pas une notion de Ligue 1 ou Ligue 2, c'est simplement, comme j'ai dit, une notion de terminer en beauté. Et par contre, si on me demande si j'ai une sorte de dernier rêve, oui, ça serait éventuellement pouvoir refaire le coup que j'ai fait avec Arles, remonter avec Nîmes en Ligue 1. Ça serait la cerise sur le gâteau et terminer là-dessus, ça serait vraiment parfait, quoi. Donc on l'a bien compris, ça serait avec Nîmes, quoi. Oui, bien sûr, oui. Bon, très bien. Par rapport au changement d'entraîneur une dernière fois, est-ce que tu penses que d'avoir un nouvel entraîneur, ça va changer profondément l'effectif? Est-ce qu'il va y avoir un bouleversement? Ça, on peut pas savoir à l'avance. Ce qu'on fait contractuellement, c'est qu'on a une vingtaine de joueurs sous contrat déjà. Donc bon, on peut pas dire à un tel de partir comme ça. Donc s'il y a un contrat, donc peut-être et certainement que l'entraîneur qui arrivera aura des exigences au niveau des joueurs qui arriveraient, selon la manière dont ils jouent. Maintenant, je pense qu'on a quand même un effectif de qualité. Bien sûr, il faudra le peaufiner parce que c'est la Ligue 2 et surtout que la Ligue 2 qui la saison prochaine va être vraiment relevée. Mais on a une équipe, je pense, on a un groupe avec un mix de joueurs d'expérience et de jeunes du centre prometteurs qui, à mon avis, a plus de qualité pour s'exprimer en Ligue 2 qu'en National. Donc, ça serait dommage de le chambouler. Bien sûr que quelques renforts il y en aura, et il en faut, c'est sûr, pour améliorer encore un peu le groupe. Et après, je continue à penser que pour les clubs qui ont pas de gros moyens, la meilleure manière, c'est la continuité. Donc là, bon, on l'aura pas avec le coach, mais si on peut l'avoir en partie avec l'effectif, ça serait vraiment intéressant pour pas trop perdre de temps et éventuellement bien commencer le championnat pour déjà mettre des points de côté, parce qu'on a vu que c'était long et compliqué. Mais bon, ça encore une fois, bon, moi je parle avec mon expérience personnelle, mais bon, j'invente rien. Si l'important quand même ce sera d'avoir un groupe cohérent et un groupe qui se connaît, bon, ça n'a pas de prix. Mais donc à l'heure actuelle, il n'y a aucun joueur qui ont témoigné d'une envie d'ailleurs, une envie de suivre Thierry Froger dans une future aventure, tout simplement parce que certains joueurs ont une affection particulière pour un entraîneur et ont envie de travailler avec lui. Bon, après, oui, bon, ça peut être possible pour certains. Peut-être que, bon, déjà, il faut attendre que le coach trouve une nouvelle aventure, un nouveau point de chute. Peut-être qu'il y en a qui le suivront. Dans le football, tout est possible. Mais je pense quand même que les joueurs, en général, quand on a goûté à Nîmes, on s'y plaît. C'est vraiment une ville de foot. Donc, pouvoir jouer ne serait-ce qu'en Ligue 2 en affrontant des équipes comme Nantes, Monaco, Auxerre ou Lens, bon, c'est vrai qu'on a plus envie de rester que de partir. Donc j'allais dire de retrouver la Ligue 2, c'est en quelque sorte retrouver un championnat professionnel. Pour ta part, tu l'as quitté seulement depuis l'année dernière, mais depuis 2 ans ou l'année dernière? L'an dernier, on était en Ligue 1, donc il y a 2 ans, on était en Ligue 2. Ah donc, oui, toujours Ligue 2. Voilà. Donc il y a 2 ans. Donc est-ce que, en quelque sorte, ce nouveau changement de championnat avec un retour au niveau professionnel, est-ce que ça va engendrer des gros changements dans le club au niveau des contrats? Tu m'as parlé de beaucoup de joueurs qui étaient sous contrat. C'était déjà des contrats entre guillemets professionnels ou Oui, le club était descendu l'an dernier, donc il a gardé son statut professionnel. Donc les joueurs qui sont sous contrat, c'est pas des contrats fédéraux, c'est que des contrats professionnels. Donc le fait qu'on puisse remonter, donc certains avaient 1 an ou 2 ans supplémentaires, donc voilà, donc à ce niveau-là, ça changera rien. Après, forcément, comme je l'ai dit, il y a des joueurs qui ont eu moins de temps de jeu, il y a des joueurs qui peuvent ne pas rentrer un peu dans les plans d'entraîneur, et après c'est comme dans tous les clubs, il n'y a pas de surprise. Après un joueur, soit il préfère ne pas jouer
et prendre son salaire tranquillement. Soit il y en a qui préfèrent éventuellement résilier son contrat et essayer de trouver une autre aventure. D'accord, très bien. On va juste terminer un peu cette interview par ton cas personnel. Au départ, on avait préparé un peu les questions pour Benoît, mais bon. Bon, on a le même âge, c'est bon. À moins que Aymeric ait une question entre-temps. D'accord. Ouais, non, c'était juste pour rebondir un peu sur ce que tu disais, Clément. Quand tu disais des joueurs qui pourraient suivre le coach, il n'y a pas des joueurs qui ont annoncé des envies d'ailleurs là déjà dans le groupe, des joueurs où vous savez qu'il y a très peu de chances qu'ils soient encore avec vous la saison prochaine? Alors après il y a deux cas de figure. Il y a ceux éventuellement qui n'ont pas eu beaucoup de temps de jeu et où voilà, pendant une saison ça peut encore aller, mais pas trop jouer, mais s'ils ont une opportunité donc de trouver un autre club, ils partiront. Et après il y a ceux éventuellement qui ont envie de passer un palier. Je pense un peu aux plus jeunes forcément, ceux qui ont fait une bonne saison, qui pourraient être éventuellement demandés, comme Sédou Koné, comme Benoît Poulain, où ça fait un moment qu'il est ici, il a vécu beaucoup de choses avec nous. Après bon, dans le vestiaire, on n'a rien entendu de particulier. Après ce sera toujours par rapport, c'est une question d'offre et de demande, et aussi ce que souhaite faire le club. C'est vrai que nous, quand je dis nous, je ne mets pas à la place des dirigeants, mais les bons joueurs, on a forcément envie qu'ils restent, on a envie de réaliser une belle saison. Après, bon, c'est chacun à son cas personnel. Il y en a qui ont envie de progresser, il y en a qui peuvent avoir une opportunité qui se refuse pas. Et même un joueur comme Bénézé, donc qui a fait une belle saison, qui est jeune, il peut très bien être demandé aussi. Donc tout ça, il va falloir voir les choses rapidement, parce qu'il faut pas non plus prendre trop de retard. Notamment avec le nouveau coach aussi, ça va être la même chose. Il va falloir que les choses aillent vite si on veut se mettre en place et qu'on n'ait pas déjà 2 ou 3 semaines de retard par rapport aux autres équipes, parce que déjà ça va être un championnat compliqué. Mais il y aura certainement des départs, oui, ça c'est clair et net. Ouais, un championnat compliqué mais excitant, parce que comme tu le disais, aller jouer à Lens, à Auxerre, à Monaco, à Nantes, surtout pour toi à Nantes en plus, ça va être des retrouvailles. Voilà, j'étais retourné avec Arles, enfin avec Bastia déjà à l'époque, mais j'étais retourné avec Arles en Ligue 2. Ouais. Il y aura Arles-Avignon aussi. C'est sûr que bon, ça va. C'est pour ça que s'extirper du national dès la première année, c'était vraiment important, parce que bon, sans être méchant avec les autres clubs, mais c'est vrai que bon, c'est différent d'aller jouer à Nantes, à Lens ou au Auxerre que d'aller jouer à Luzenac ou au Forêt-sur-Vie. Ces clubs-là font vraiment de très bonnes choses avec peu de moyens, mais c'est vrai que bon, quand on a goûté, quand on a connu depuis des années le haut niveau, Ligue 1, Ligue 2, c'est vrai que ça fait vraiment bizarre de se retrouver un petit peu toutes les 2 semaines dans des stades un peu champêtres. Mais bon, ça a été difficile et on l'a mérité. Et maintenant, on va avoir surtout à cœur de bien se positionner. On voit très bien maintenant qu'il y a beaucoup de surprises. Hein, quand on voit Bastia qui a été champion de national, qui dans la foulée a été champion de Ligue 2. Il y a plein de choses qui rentrent en compte dans une saison. Si on arrive à avoir une bonne ambiance dans le groupe, avec des bons résultats, bon, ça peut aller très vite. Et donc, on aimerait bien, voilà. L'objectif principal, ça va être le maintien. Mais ça va être excitant d'aller jouer tous ces matchs, notamment aussi pour nos supporters à domicile. Je pense que ça devrait être pas mal. Ouais, j'espère pour vous, mais c'est vrai que ça en prend bien le chemin. Clément, tu conclus, parce qu'on va peut-être le laisser tranquille. Oui, c'est vrai qu'on arrive au bout de l'interview. Est-ce que tu peux juste nous faire un petit cadeau avant de te laisser, nous dire, c'était Sébastien Piocel dans le débrief du National sur rtsradio.fr. C'est dans quoi? C'était Sébastien Piocel dans quoi? J'ai pas entendu. Le débrief du National. Ah. Oui, c'était Sébastien Piocel dans le débrief du National. Ok, merci. En tout cas, bravo pour cette saison, et j'espère que tout va bien se passer l'année prochaine en Ligue 2. C'est gentil, ça va. Merci à vous. Et donc voilà, on en a terminé avec notre première interview des Sébastiens de ce soir, et notamment Sébastien Piocel. Et donc c'est parti pour parler un petit moment du National avant que Sébastien Persicot nous rejoigne. Et donc autant parler des résultats de ce week-end, non Aymeric ?
Bah ouais, on va parler de la montée. On avait un des joueurs champion de national. Et ben la semaine dernière, on avait donc Quentin Bernard qui me disait qu'ils allaient tout faire pour aller chercher cette montée. Ils l'ont décroché. Autant face à Beauvais la semaine dernière, ils avaient un petit peu tremblé les Niortais dans la dernière ligne droite. Ben là, ils sont allés faire à Ajaccio l'essentiel et aller gagner à Ajaccio malgré ce qu'on est raconté la semaine dernière, Clément, à savoir que ça allait être quelque chose de très très compliqué. En plus, Ajaccio en gagnant aurait pu prendre un petit peu le titre du championnat national. Enfin, on a bien vu quand même avec Purcell que ce titre, ça reste plus anecdotique, pardon. C'est vraiment la montée en nationale. Et donc la montée en nationale qu'ont décroché les Niortais. Toi, Clément, qui a suivi un petit peu cette équipe toute la saison, plus particulièrement, ça a été, j'imagine, une montée quand même méritée sur ce que Niort a fait sur toute la saison, même si la fin de saison était vraiment vraiment compliquée et on commençait à avoir de sérieux doutes. C'est toujours difficile de dire qu'une équipe mérite ou ne mérite pas de monter. On peut dire par exemple qu'Épinal aurait peut-être pu mériter aussi de monter, mais bon, après c'est vrai que sur la dernière journée tout s'est bien passé pour Niort malgré la défaite à domicile de 0 contre Beauvais le week-end dernier. Mais finalement, avec ces joueurs attachants qu'on a reçus tout au long de l'année, à chaque fois prêts à nous répondre et contents de nous répondre, j'ai envie de dire, il y a eu une sorte d'affection qui s'était créée avec cette équipe de Niort et on est content de les retrouver très naturellement en Ligue 2. Bon, on les aura pas l'année prochaine dans le débrief du National, à moins qu'on devienne le débrief de Ligue 2, mais bon, c'est peut-être pas d'actualité. Et donc cette équipe de Niort qui a longtemps été sur le podium presque toute la saison et qui au final prend une belle victoire du côté d'Ajaccio qui n'a pas besoin de se mordre les doigts de cette dernière défaite. Et je regardais donc pour Niort sur le podium depuis la 3e journée. Donc c'est vrai que ça aurait été vraiment cruel. Ça aurait été cruel qu'il tombe à la dernière journée. Mais ça serait pas la première fois qu'on aurait vu ça. Donc après ça va être tout un travail de construction pour cette équipe de Niort en national. On a vu que le gardien Paul Delecroix qui était prêté par l'équipe d'Amiens aimerait bien rester. Mais c'est vrai qu'Amiens qui redescend en national aurait peut-être besoin de joueurs. Donc ça va être des affaires à suivre tout au long de l'été et cette équipe de Niort qui peut bâtir sur une équipe de jeunes avec entre guillemets les vieux qui étaient blessés en fin de saison et qui normalement devraient faire une bonne saison l'année prochaine. En tout cas, on croise les doigts. Ouais, les vieux, tu parles notamment d'Arnaud Gonzalez, des joueurs un petit peu plus expérimentés, qui leur ont peut-être manqué justement pour définitivement tuer tout suspense et ne pas être obligé de batailler jusqu'aux dernières minutes de la dernière journée, quoi. Voilà, c'est ce genre de joueur-là, même si après je pensais à Luigi Glombard, vraiment désolé de l'avoir mis dans les vieux à 27 ans. Hein. Ouais, mais non, mais t'as raison, c'est quand même un joueur pas vieux, mais beaucoup plus expérimenté. Voilà. Il a connu quand même le haut niveau avec Nantes, avec Grenoble. C'est un joueur quand même qui a joué en Ligue 1, donc ouais, évidemment, c'est des joueurs comme ça, forcément, ça te manque sur une fin de saison aussi accrochée. Ils auraient bien pu faire profiter un peu plus de leur expérience. Mais bon, Niort s'en sort quand même. C'est vrai, ouais, j'espère que l'année prochaine ils vont arriver à conserver un maximum de joueurs, même si, d'après ce que nous avait dit, notamment Simon Ebras, il y a quand même pas mal de chances qu'ils puissent être conservés, parce qu'il y en avait pas mal qui avaient en cas de montée l'année supplémentaire en option. Donc voilà, ouais. Après pour Paul Delecroix, pour revenir un petit peu sur ce que tu disais, Clément, en effet, ouais, Amiens, la direction voudrait le garder. Ça fait partie notamment des 2 joueurs qui étaient cités par l'équipe dirigeante pour un petit peu bâtir une nouvelle équipe conquérante pour la saison prochaine. Il faudra voir. Le gardien, lui, on en avait notamment parlé avec tous ses potes qui étaient à peu près tous les invités qu'on a reçus. Il disait que oui, évidemment, s'il avait monté en Ligue 2, il ferait tout pour rester. Et les articles qui sont parus aujourd'hui, c'était vraiment en ce sens-là. Donc ouais, il va falloir voir s'ils arrivent à garder tout le monde. Amiens, je pense qu'ils leur faciliteront pas la tâche sur le gardien. Il va falloir que Niort soit convaincant et notamment financièrement, parce que là, du coup, maintenant, on parle entre 2 clubs pro. Amiens va garder le statut pro en national et Niort va l'acquérir avec cette montée en Ligue 2.
Tu parlais d'Épinal, Clément. Épinal, finalement, les Niortais auraient presque pu monter, même en étant battus à Ajaccio, étant donné que Vannes a dû batailler dans les dernières minutes pour accrocher le match nul un partout, pour accrocher seulement d'ailleurs le match nul un partout face à cette équipe nîmoise. Sébastien Piocet nous a quand même dit à demi-mot que ils étaient quand même beaucoup plus relâchés pour ce dernier match. Et puis du côté après de Colmar, Thomas qui a fait un petit peu la surprise en battant cette équipe d'Épinal, alors qu'Épinal il y avait eu un gros déplacement de supporters et Colmar a fait le boulot jusqu'au bout. Tu penses Thomas que les points perdus lors de la première journée ont pu quand même compter et motiver encore un peu plus les troupes? Oui, c'est clair. Colmar a voulu déjouer aussi Épinal. Et puis moi je suis quand même très content parce que voilà, il y a quelques semaines on se disait Colmar s'effondre, finit en roue libre, ils perdaient chaque match, il y avait rien dans leur contenu. Et puis là, Colmar qui un peu a le méchant rôle, mais d'un autre côté, ils allaient pas venir en se disant on va laisser gagner Épinal, de toute façon nous on n'a plus rien à jouer. Et Colmar a maintenant fait une grosse saison par l'année dernière où ils étaient le maintien juste dans les dernières semaines. Et là maintenant l'objectif du début de saison qui était de nouveau le maintien est plus que jamais acquis depuis plusieurs mois déjà, parce que en début de saison c'était pas acquis, et puis les Colmariens n'ont rien à regretter. L'année prochaine, va falloir viser toujours plus haut parce que, comme on sait, il y a des descentes plus importantes. Et donc, Colmariens de viser encore plus haut avec un changement de présidence, comme beaucoup de clubs en national. On notera quand même que beaucoup de clubs de national essayent maintenant de plus vouloir rester en milieu de tableau de national et de vouloir monter tous ces outsiders. Et c'est vrai que ça va être intéressant l'année prochaine parce qu'il y aura du changement de partout, des bons joueurs. Colmar a déjà fait signer un joueur, un ancien Strasbourgeois. Il y en aura encore d'autres et on verra par la suite comment ça va se passer. Mais c'est vrai que les Colmariens ont déjoué Épinal, et c'est vrai que Épinal, on se disait toute la saison qu'ils étaient bons, qu'ils étaient sur le podium quasiment toute la saison, et on se disait peut-être à un moment ils vont s'essouffler, tout ça, et ils se sont essoufflés au plus mauvais moment. Ça a payé pour eux, mais je pensais pas vraiment qu'ils avaient une équipe taillée pour la montée en Ligue 2. Enfin si, mais ils ont pas une équipe pour la Ligue 2, quoi. C'est ça que je veux dire. Épinal a quand même joué son coup à fond, et il peut quand même être fier d'eux parce qu'au départ ils viennent de CFA, quoi. Ouais, et d'ailleurs, ça c'est une question intéressante. Le fait que ces équipes comme Épinal, comme Vannes, qui ont loupé la montée de peu, on avait envisagé le pire pour Niort, et on avait dit que ça serait très difficile parce qu'ils allaient perdre énormément de joueurs. Il faudra voir Épinal un petit peu s'ils arrivent à enrichir encore un petit peu leur effectif, s'ils vont avoir des départs, etc. Parce que bon, notamment des joueurs comme Sandy Payot qu'on avait eu aussi. Il disait bien, lui, il avait signé à Épinal et il lui avait vendu la montée à ce moment-là. Alors est-ce que là il va repartir pour une autre saison en nationale? On va avoir des joueurs qui vont être sollicités parce qu'ils ont fait une super saison. Ça va être des choses compliquées pour ces équipes-là. Après bon, Vannes, il y a le statut pro. Est-ce qu'ils vont pouvoir le garder peut-être une deuxième année s'ils en font à nouveau la demande? Je pense que ce sera le cas. Voilà, ça va être des choses à suivre, quoi. C'est sûr, et en plus il y a quand même une grosse surprise dans ce championnat national, parce que quand on regarde les trois qui montent, il y en a un qui remonte immédiatement, le deuxième qui était en national l'année dernière, et le troisième qui fait qu'une saison éclair en national. Et c'est vrai que c'est très homogène, parce que on a au milieu dans les 10 premiers, on a des clubs qui viennent juste de monter, des clubs qui étaient là en national depuis 1, 2, 3 voire plus à l'année, et t'as un club Nîmes qui remonte immédiatement. Et c'est vrai que c'est assez paradoxal d'un côté, parce que mais bon, on a ça de plus en plus dans tous les championnats, que ce soit en Ligue 2 ou en national, en Ligue 1 même. National, après tu l'as beaucoup en plus le fait avec les équipes qui descendent de Ligue 2 et qui remontent en national, ils ont encore le statut pro. Alors forcément c'est ce que disait Piocel tout à l'heure, quand tu vas jouer contre des équipes à l'Uznac, au Poiret-sur-Vie, ils vivent quand même malheureusement pas avec les mêmes moyens, quoi. Donc c'est forcé que ces équipes pro soient vraiment là pour se battre la saison prochaine pour la montée, et très souvent ils arrivent à faire la remontée immédiate.
Après, ouais, la saison prochaine, je pense que ce sera encore le cas parce que les équipes qui descendent, c'est Boulogne, c'est Amiens. Bon, Amiens peut-être un petit peu moins, mais quand même des équipes comme Boulogne, comme Metz, c'est des équipes qui ont connu la Ligue 1, quoi. Donc ça va être très très disputé. Et puis en parlant d'être très très disputé, on va accueillir tout de suite Sébastien Persicot parce que c'est l'attaquant d'une équipe d'Orléans, et cette équipe d'Orléans, c'est une équipe qui semble vouloir, d'après ce qu'on lit un petit peu partout, jouer les premiers rôles la saison prochaine. Donc on va tout de suite en parler un petit peu avec lui. Et bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation, Sébastien Persicot, et puis de venir nous faire une petite visite dans le débrief du National. C'est gentil de votre part de m'avoir invité, donc c'est toujours un plaisir de pouvoir discuter, échanger avec dans le milieu du football. Ouais, et puis plus particulièrement donc sur ce championnat national, la 38e journée donc c'est clos le championnat samedi soir. Vous finissez sur un match nul à Quevilly. En toute honnêteté, comment vous l'avez abordé cette rencontre durant la semaine précédente? Vous l'avez préparée avec comme les autres rencontres ou en ayant déjà un peu la tête aux vacances? Moi personnellement, je l'ai pas préparé comme tous mes coéquipiers parce que j'étais en semaine de formation pour mon brevet d'état. Moi, je l'ai abordé comme un match de championnat. Je suis resté concentré et puis tous les joueurs veulent finir sur une bonne note positive, donc du coup, je pense que tout le monde est resté concentré sur cette objectif. Et puis quand on connaît notre coach Lachuer, c'est quelqu'un de très pointilleux qui voulait finir sur une bonne note, donc du coup on a été sérieux toute la semaine. Ouais, le coach Lachuer, il avait vraiment à cœur parce que lui, oui, tu le disais, il va être remplacé la saison prochaine par Olivier Frappoli, et donc du coup il avait vraiment à cœur de finir sur une bonne note. C'est comme ça qu'il vous avait présenté sa dernière rencontre? Oui, c'est comme ça qu'il l'a présenté. Il l'a surtout présenté dans le sens contraire, que c'est bien de finir sur une bonne note pour les joueurs. Puis aussi c'est un moyen de se montrer parce que c'est la dernière ligne droite pour que les clubs puissent nous voir jouer. Donc il a surtout appuyé sur ces choses-là et puis clôturer le championnat sur une note positive. C'est sur ces choses-là qu'il a appuyé. Et donc toi tu nous disais t'as une préparation un petit peu particulière pour ce match-là, étant donné que donc tu étudiais donc ton brevet d'état en vue d'obtenir un diplôme d'éducateur, et du coup la semaine dernière c'est comment, t'as pas du tout pu t'entraîner ou quand même tu avais des horaires un peu aménagés? Si, en fait je me suis pas du tout entraîné avec mon club, mais quand on passe le brevet d'état de la façon que je le fais, on s'entraîne avec des personnes qui passent aussi ce diplôme. Parce qu'on passe en tant qu'éducateur, du coup on est les cobayes pour les copains qui passent, et quand c'est nous qui passons, nous on est dans le coaching et eux c'est les cobayes. Donc du coup c'est une forme d'entraînement mais différent. Et d'un point de vue physique, parce que toi tu as quand même un niveau assez haut, et j'imagine que tu devais être un des joueurs qui avait le plus haut niveau, et se maintenir en forme, ça suffisait? Oui, c'est parce que c'est des semaines très intensives. On commence les cours le matin à 8h30, on finit le soir vers 20h. Entre les cours, justement, on a 2 séances d'entraînement par jour. Donc c'est vraiment des semaines intensives où on a peu de sommeil, beaucoup de séances terrain. Donc physiquement, déjà pour moi, je pense que c'était dur. Alors pour certains qui avaient plus trop d'entraînement, c'était très très difficile pour eux. Donc moi, comme j'ai plus d'entraînement que les autres, c'est vrai qu'à chaque fois je passais sur le terrain, c'était plus facile, parce que c'était plus difficile pour moi que pour les autres, parce qu'il y avait des roulements, et sur cette semaine, je reconnais que j'étais un peu cramé quand même. D'accord. Et donc ça t'a pas empêché de finir toi aussi sur ton plan personnel la saison sur une bonne note, avec ce but donc à Quevilly, ton 8e de la saison. Cette première saison à Orléans, maintenant qu'elle s'est définitivement terminée, comment est-ce que tu la juges sur le plan personnel? Ouais. Sur le plan personnel, c'est quand même une bonne saison où j'ai marqué 8 buts en 13 titularisations. C'est vrai qu'elle a été aussi difficile parce que j'ai attendu beaucoup de temps avant d'avoir ma première titularisation, qui était contre Niort au mois de décembre. Ensuite, retour de la préparation de janvier.
deuxième titularisation qu'à partir de mars, donc c'était vraiment long. J'ai eu beaucoup d'attentes, alors j'ai quand même continué à travailler, et puis bon, sur la fin, ça a payé. Puis de mars à mai, j'ai mis 7 buts, donc j'ai bien fini. Quand on va revenir un petit peu sur cette saison en détail, mais donc quand tu rejoins Orléans en début de saison, l'été dernier, donc toi tu arrives de Blois, donc une équipe de DH. Quelle garantie t'apporte le club sur une place de titulaire? Sur une place de titulaire ou déjà être dans le groupe national? Oui, bah pour signer, ils m'ont dit que j'étais pris comme un joueur de national, entièrement dans le groupe. Ils me présentent aussi mon statut qui est bon, on va pas se le cacher, j'étais le dernier attaquant. Après, suivant mes performances, bah on verra comment ça se passe tout au long de l'année. Moi, je suis arrivé comme ça, je savais à quoi m'attendre. J'ai travaillé, j'ai mis des buts, je suis allé en réserve et j'ai aussi marqué des buts. Donc du coup, après j'ai eu ma chance avec le groupe national et puis bah j'ai su la saisir. Et justement, c'était pas trop dur psychologiquement parce que donc on te présente au début un projet pour jouer dans un club de national et finalement tu t'es retrouvé à faire un petit peu parfois la navette avec l'équipe réserve. Mentalement, ça a pas été trop compliqué à vivre. Au début, je m'attendais à ça, être plus souvent en réserve qu'avec le groupe national pour faire les matchs. Donc quand je descends en réserve, je me donne à fond, j'essaie de marquer le plus de buts possible afin de montrer que je peux être aussi au-dessus. Ensuite, je vois que ça se passe très très bien en réserve. Quand je rentre avec la nationale, je vois que je suis aussi très très bien. Bon, le temps de jeu, il commence à pas venir aussi, donc on commence un peu à s'impatienter. Je reste quand même motivé et puis bon, bah au bout d'un moment, ça a payé. Ouais, parce que donc tu disais première titularisation en décembre. Lors du mercato hivernal, en plus, Orléans engage un nouvel attaquant avec Beckham Engal, l'ancien Nantais. Oui. Quand toi tu l'as vu arriver, ça t'a mis un coup au moral ou ouais, je vous cache pas que moralement c'était difficile. Je me dis bon, on dirait que le club ne compte pas sur moi, alors que je fais de très très bonnes performances tant en réserve qu'en national, parce que quand je rentre, je me sens pas en dessous des autres. Même au niveau de mes coéquipiers, tout le monde me dit que tout ce que je fais c'est pas mal, donc c'est vrai que quand ils ramènent le nouvel attaquant, ça met un coup au moral, mais bon, je continue à m'accrocher, puis moi je suis sûr de moi et je sais que quand j'aurai ma chance, faut que je la saisisse. Et donc bah ouais, cette chance, tu le disais, tu l'as eu, tu l'as eu en cette fin de saison avec une fin de saison plutôt prolifique, ouais, en effet. On avait reçu ton coéquipier Kevin Lefebvre en mars et lui après il a eu une période où il a plus trop joué, même s'il est plutôt pas mal revenu en cette fin de saison. Ça a coïncidé avec la période où toi t'as été un petit peu plus mis en avant. Oui, est-ce que tu penses que vous auriez été pu être un peu plus associés dans la saison pour Oui, je pense qu'on a pu être associés beaucoup plus de fois, surtout en fin de saison quand lui il est revenu et moi que j'ai commencé à marquer des buts. On a été associés tous les deux et bon, on a vu que ça marchait très bien parce que lui marquait et moi aussi. Et puis bon bah je pense qu'on aurait dû continuer sur cette lignée, mais après le coach a fait des choix pour l'équipe qu'il a estimé plus judicieux d'enlever un de nous deux. Ouais, je disais quand t'arrives en début de saison dans ce groupe d'Orléans, toi t'arrives avec un statut de joueur DH et donc dans cet effectif national. Est-ce que ça a été difficile de s'intégrer? Est-ce que t'as été regardé un petit peu bizarrement et tu t'as senti que tu devais travailler encore plus que les autres pour te faire accepter du groupe? Moi, j'ai eu une bonne accueil de la part de tous les joueurs, surtout qu'on était 15 nouveaux. Après, bon, c'est vrai que moi, je viens de DH, eux, ils se sentent un peu plus confirmés que moi. Moi, j'ai travaillé toute l'année, j'ai vu que j'ai progressé, puis bah, au fur et à mesure de l'année, j'ai progressé, puis j'ai eu ma chance, comme j'ai dit, et puis bah, je suis passé devant certains autres joueurs qui, sur ce coup-là, eu une petite baisse de forme, donc du coup, j'en ai profité. Et ouais, mais sur le plan de la vie de groupe, tu t'es vite fondu dans le groupe ou ça a été quand même un petit peu plus compliqué avec ton statut du coup de Non, je me suis vite fondu dans le groupe, tout le monde m'a bien accueilli, il y avait pas de statut différent dans la tête des autres joueurs et puis tout le monde m'a accueilli très très bien. Et puis bah j'étais un coéquipier et puis aussi en même temps on se fait des amis avec
avec le temps, donc du coup ça s'est très bien passé tout au long de l'année. Ouais, d'accord, bah tant mieux. On va revenir justement, on parle un petit peu de ta carrière particulière, de cette trajectoire un petit peu, pour le moins plutôt sympa, et l'histoire est belle, et j'espère qu'elle continuera pour toi. Est-ce que tu peux nous la raconter un petit peu du début, cette histoire, la carrière de Sébastien Persicot, quoi? Oui, bah alors je commence à partir de senior parce que en fait en étant jeune j'ai toujours joué dans mon club où je suis né à Meaux. De 13, 15, 18 ans j'ai toujours joué là-haut parce que j'ai commencé. Attends, juste au niveau des infos, tu es né à Meaux parce que j'ai vu une info comme quoi t'étais né à Lagny. Oui, en fait je suis né à Lagny mais c'est à côté de Meaux et j'ai toujours vécu à Meaux. C'est ça. Vous m'entendez là? Oui, très bien. Ouais, donc oui, je suis né à Lagny, mais j'ai tout le temps vécu à Meaux. Ensuite, j'ai commencé le foot en 13 ans à Meaux. J'ai joué en 13, 15, 18 à Meaux. Ensuite, pour ma première année de senior, j'ai quitté la région parisienne. Je suis parti à Raon-l'Étape, qui était en national à cette époque-là. Au début, j'étais pas parti pour être dans le groupe national, j'étais parti pour être dans le groupe réserve. Et puis tout de suite le coach me propose de venir m'entraîner toute l'année avec le groupe national, donc évidemment j'accepte. C'est une année qui était très difficile parce qu'on a joué le maintien toute la saison. Moi j'ai pas du tout joué avec la nationale, j'ai fait 3-4 rentrées, j'ai fait 5-6 bancs. Donc du coup c'était une année difficile. Ensuite à la fin de cette année-là, je me retrouve vraiment sans rien, en difficulté de trouver quelque chose. Donc du coup je retourne sur Meaux. Ma deuxième année à Meaux, j'arrête le foot pendant 6 mois parce que justement j'étais sans travail, tout ça, il fallait que je trouve quelque chose pour vivre. Donc du coup je trouve un travail où je commence à 5h du matin, je finis à 13h, donc du coup le soir pas très envie d'aller au foot. Après j'ai la chance d'être contacté par Blois qui est en CFA2. Et cette année-là tout se passe bien, je fais une bonne saison. Puis la deuxième année où on était descendu en DH, je mets 29 buts et du coup Orléans me contacte et puis cette année voilà ce que j'ai fait, j'ai joué avec le groupe national. Et du coup vie professionnelle à ce niveau-là rime quand même pas mal avec football. Et du coup, quand tu vas à Blois, ils te proposent aussi, j'imagine, une situation professionnelle un petit peu plus facile pour toi qui a dû pas mal galérer. Ils me proposent un CAE en tant qu'éducateur sportif au sein du club. Donc du coup, je m'occupais des jeunes du club. Je les entraînais le lundi, mardi, mercredi. Le jeudi, non, il y avait rien. Le vendredi et le samedi en compétition. Donc du coup, c'est vrai que ça me permettait de pouvoir m'entraîner plus facilement, d'avoir un rythme de vie plus facile pour jouer au football. Et puis j'étais dans ce que j'aimais, le foot, en entraînant les jeunes. Donc c'est vrai que c'était plus facile pour moi de jouer et de faire de bonnes saisons en étant éducateur et en même temps joueur de foot. Et c'est ce qui t'a donné envie après aujourd'hui donc de pousser vers le métier d'éducateur, ou ça a toujours été une vocation, on va dire? Non, du tout, c'était pas une vocation. J'ai découvert ça justement à Blois. C'est même quelque chose qui me plaisait pas du tout avant de le connaître, parce que j'avais des a priori. Et ces a priori, justement, ils sont enlevés en entraînant toute l'année. Du coup, c'est quelque chose qui m'a plu et je continue sur cette voie-là tout en espérant continuer à jouer au foot le plus longtemps possible. Et donc pour finir sur le niveau contrat, donc lors de tes 2 années à Blois, ça se passait sur ce système-là. Et donc là aujourd'hui, avec Orléans, t'as un contrat pour te concentrer uniquement sur le fait de toi joueur de football. Voilà, c'est ça. Quand ils me proposent de venir à Orléans, ils me proposent un contrat qui me permet d'être tout le temps dans le groupe national, et qui me permet de vivre correctement et de pouvoir me concentrer que sur le football. Et donc on va parler un petit peu de l'avenir maintenant à Orléans. Donc toi en termes de contrat, quand t'es à Orléans, donc tu signes un contrat fédéral, j'imagine. Non, même pas. Je signe amateur là quand je suis arrivé. Donc t'as signé amateur, d'accord. Et donc pour la saison prochaine, Alors c'est vrai que j'ai reçu quelques propositions de clubs.
Orléans m'a aussi fait une proposition de contrat fédéral sur 2 années. Donc pour l'instant, je suis en pleine réflexion parce que je suis quelqu'un qui est ouvert à tout et puis bon, j'ai surtout envie de jouer. Je vais surtout faire un choix qui me permet d'être le plus souvent possible d'être sur le terrain car c'est primordial pour moi et puis à mon âge si on joue pas, je pense que c'est pas envisageable. Donc du coup là, je réfléchis à tout ça et c'est sur ça que ça va se baser dans les prochains jours. D'accord, donc tu nous confirmes bien le fait d'être en pleine réflexion parce que j'en avais eu un petit peu les deux sons de cloche sur internet. On voyait que tu avais des demandes et que tu étais un joueur plutôt demandé, et puis on avait vu aussi sur France Bleu Orléans quand il dessinait les contours de l'effectif d'Orléans, donc de la saison prochaine, et ben justement il disait que il t'avait proposé un contrat fédéral et il disait plus ou moins que tu l'avais déjà accepté. Ah, c'est vrai que c'était un très bon mois avec Orléans. Il y a quelques petits détails qui ont fait que ça a un petit peu changé la donne. C'était des détails entre eux et moi. Puis par la suite, j'ai eu des demandes de clubs qui sont du championnat national et puis même des clubs professionnels qui m'ont approché. Donc du coup, c'est vrai que maintenant je suis en pleine réflexion et je réfléchis à tout ça. Mais t'as pas fait non plus une croix sur Orléans l'année prochaine? Ah non, pas du tout. J'ai pas du tout fait une croix sur Orléans. Je reconnais que c'est le club qui m'a lancé. J'oublie pas ça. Donc je réfléchis à tout ça. Après, comme je vous ai dit, moi je vais faire surtout un choix qui me permet d'être le plus souvent possible sur le terrain. Et c'est sur ça que mon choix va se porter. Mais vraiment, tu serais prêt à, si t'avais un contrat pro avec une équipe où tu vas peu jouer, tu serais prêt à faire quand même un choix sportif, en sachant quand on voit ta trajectoire, décrocher un contrat pro aujourd'hui, ça serait vraiment tout simplement magnifique. Ouais, je vous cache pas que si on propose un contrat pro, ça va être difficile de refuser car c'est mon rêve depuis que je suis tout petit d'être professionnel, donc c'est vrai qu'un contrat pro ça changerait la donne avec Orléans. Donc après, même si ça va être plus difficile de jouer, je sais que je suis un joueur qui va rien lâcher et qu'au bout d'un moment j'aurai ma chance et faudrait que je la saisisse. D'accord, donc on va dire pour conclure, à contrat égal, tu choisiras le temps de jeu, et ce qui me paraît tout à fait logique. Oui, voilà, c'est exactement ça. À contrat égal, je choisis le temps de jeu avant tout. D'accord. Et donc on va quand même parler un petit peu de cette équipe d'Orléans la saison prochaine. Donc on l'a déjà dit, nouvel entraîneur. On a vu que Orléans était plutôt actif sur le marché des transferts avec déjà 3 arrivées, donc les 2 Quevilliers, Collinet et Anthony Lope, plus le retour donc du Cristolien Grégory Thomas. Est-ce qu'on vous les a présentés? C'est le fait de déjà vouloir recruter autant de joueurs au niveau du comité directeur, ou alors est-ce que c'est quelque chose dont on parle pas, toi par exemple au niveau des négociations de ton contrat? Est-ce que ça a été évoqué ces joueurs-là, et on a présenté un projet plus ambitieux pour Orléans? Oui, ils nous ont proposé un projet bien plus ambitieux avec comme premier plan de monter en Ligue 2 dès l'année prochaine. C'est l'objectif clairement affiché par le club. Ensuite, en ce qui concerne les recrues, ils nous disent qu'il va y avoir des recrues, mais en ce qui concerne les noms, on sait pas trop qui ça va être. Après, en ce qui concerne Anthony Lope et Collinet, on savait pas du tout que c'était eux qui allaient signer, et on l'a vu par rapport à Internet ou pour parler qu'on entendait à droite à gauche. Ah d'accord, donc on savait finalement pas plus que nous, quoi. Non, on savait pas plus que vous qui étaient les joueurs qui étaient approchés. D'accord. Après, on entend par-ci par-là que ça peut être lui ou lui, mais on n'a pas la confirmation du club que c'est vraiment ces joueurs-là. Ouais, d'accord. Thomas, t'avais une question sur les objectifs orléanais de l'année prochaine? Oui, c'est vrai, parce que on voit Orléans, ça sera la 3e saison qu'ils font en national. Ils sont montés il y a 2 ans. L'année dernière, ils avaient fait une très bonne saison. Bon, il y avait les cadors devant qui raflaient tout, et ils sont arrivés à une place honorable cette année aussi. Mais est-ce que tu penses vraiment que annoncer la montée dès la saison prochaine, est-ce que c'est bien raisonnable, et tu as pas peur que comme Beauvais finalement ça se casse la gueule et qu'il y a un risque finalement de descendre, parce que comme on sait que l'année prochaine en plus il y aura plus de descente,
y a peut-être un risque finalement de finir comme Beauvais. Moi, je pense pas qu'il y a des risques de finir comme Beauvais parce que les gens sont vraiment sérieux à ce point-là. Mais après, c'est vrai que annoncer le projet très ambitieux comme ça de bout en blanc, ça peut être comment dire, ça peut être difficile par la suite parce que ça met une pression sur les joueurs, sur l'encadrement. Donc à voir comment cette pression va être supportée par l'ensemble du groupe et de l'encadrement. Et là, notamment le groupe, il y a quand même des joueurs, une bonne partie quand même de joueurs qui vont être conservés. Tu penses qu'ils ont plutôt les épaules pour vivre sous cette pression, ou que c'est pas forcément une bonne chose de l'avoir annoncé un peu trop tôt? Ouais, je pense que si les joueurs ils peuvent largement la supporter, on a des joueurs qui ont connu déjà le niveau supérieur, qui sont les cadres dans le vestiaire, qui savent qu'est-ce que c'est de monter de National à Ligue 2. Je pense à Julien Cordonnier. Il a déjà cette expérience qui peut retransmettre aux autres qui ont peut-être pas cette chance d'avoir eu une montée de National à Ligue 2. Après, comme je dis, beaucoup n'ont pas non plus eu cette chance aussi d'avoir une montée de National à Ligue 2. Donc, faut voir comment cette pression va être supportée et voir comment aussi le championnat va se dérouler, parce que si ça débute mal, tout peut aller très vite. Hein. Si ça débute très bien, ça peut que continuer par la suite, mais si ça débute très mal, voir comment déjà les joueurs vont s'adapter. C'est vrai, parce que du coup on vous a quand même annoncé pas mal de recrues encore la saison prochaine, malgré cet objectif de continuité et de montée. Oui, voilà. Ils nous ont annoncé aussi qu'ils voulaient une recrue de première ordre devant, qui était un attaquant de Ligue 1. On a entendu Socrier, je sais pas trop qui c'est, mais je sais qu'il joue en Ligue 1. Après, faut voir comment ça va se passer par la suite. D'accord. Donc ouais, là pour l'instant t'es dans le flou, même toi, avec le fait que tu sois en négociation de contrat avec eux, ils t'en ont pas apporté beaucoup plus. C'est peut-être pas aussi évident pour eux. Oui, voilà, ils m'ont pas apporté plus de précision que ça sur la suite de ce qu'ils veulent faire. Ils nous ont dit qu'ils veulent monter en Ligue 2. C'est tout ce qu'on sait, qu'ils vont mettre les moyens pour y arriver. D'accord. Et l'interview touche à sa fin. Sébastien, je vais déjà te remercier parce que c'était une interview pleine d'infos et avec des réponses en toute franchise. Et puis j'espère te retrouver la saison prochaine si t'es toujours en national avec nous pour nous faire encore un petit coucou dans l'émission. Ouais, ça sera avec plaisir parce que bon, c'était sympa. Puis bon, je pense que je serai au moins en national l'année prochaine, du moins je l'espère fortement. Et pourquoi pas au-dessus, ça sera encore plus beau pour moi. Ouais, j'imagine. Clément, avant qu'on libère notre invité, t'avais quand même une petite question. Excuse-moi, j'ai oublié de te donner la parole. Non, moi c'était pour dire à Sébastien que je le remerciais pas parce que j'ai rien eu à dire, j'ai pas de questions à poser, même pas de blague à faire, rien. C'est un des premiers invités qu'on peut rien faire, en tout cas bravo. Enfin merci. Hein. C'était sur le ton de l'humour bien sûr, mais c'est vrai que c'était très très intéressant et c'était une super interview. Ok, c'est vrai. Juste avant que tu partes, Sébastien, je vais te demander de nous faire le petit cadeau que nous ferons tous nos invités et de dire c'était Sébastien Persico de l'US Orléans sur RTS Radio. Ok. Bon c'était Sébastien Persico sur RTS Radio et puis voilà. Merci beaucoup. De rien, c'est moi qui vous remercie. Bon allez, bonnes vacances et puis peut-être à la prochaine, la saison prochaine en tout cas c'est encore national avec grand plaisir. Ok, c'est moi qui vous remercie. Et puis juste avant que tu partes, je le dis à tous nos invités aussi en ce moment, dès que tu as une petite info sur ton transfert, tu hésites pas à nous la faire partager par texto, par Ok, y a pas de souci. Dès que c'est officiel. Dès que c'est officiel, vous serez les premiers informés. Ah merci beaucoup. Ok. Allez, bonne soirée. Et voilà, l'émission se termine, l'émission qui était là pour clore la saison. Donc, je vous le rappelle un petit peu le tableau
tableau récapitulatif de ce championnat national. Donc les Niortais qui nous avaient fourni pas mal d'invités ont finalement décroché le 3e strapontin pour la Ligue 2 et donc accompagneront Nîmes le champion et le Gazélec. 3 équipes dont on a eu les invités et donc vous pouvez retrouver les interviews, que ce soit donc de Sébastien Piocel, des Niortais Roy, Ebras et Bernard, pour vous les donner dans l'ordre, et également le capitaine du Gazélec, Louis Poggi. Donc ces 3 clubs qui nous avaient qui avait gentiment répondu à notre invitation, pardon. Donc ça c'était pour le haut du classement. Au niveau du bas du classement, malheureusement notre partenaire Beauvais, le miracle ne s'est pas produit. Luznac est allé s'imposer sur sa pelouse face au Paris FC, et malgré la victoire de Beauvais, Beauvais finit à cette 17e place, synonyme aujourd'hui de relégation. Mais vous savez, messieurs, Clément, Thomas, que le championnat n'est peut-être pas fini et il va quand même encore un petit peu se jouer dans les bureaux. Il y a la décision pour Ajaccio, il y a les passages devant la DNCG, tout peut encore se jouer pendant ce mois de juin. Comment ça, il peut y avoir des relégations administratives? C'est la première fois qu'on en parle. Thomas, t'es pas au courant ça qu'on pouvait reléguer des clubs administrativement? Alors là, tu peux pas savoir, c'est la première fois que j'entends ça. Puis quand il y a les clubs, ils ont des problèmes de sous. Non. Ça ne pas en Alsace. Pas en Alsace. Non, alors là, en Alsace, il y a que des riches, attends. Ça pourrait pas s'arriver. Ça, nous on monte plus maintenant, on reste en bas, c'est bon. Non, mais pour éviter les relégations administratives, Strasbourg. Ouais, non, mais en plus, il y a de plus en plus de clubs qui sont en proie à des relégations, donc il faudra faire bien attention cet été, la DNCG et tout ça, il y aura encore des clubs qui vont être relégués, hein. Ça c'est quasiment sûr, un ou deux, on va pas dire des noms, hein. Vous savez tous à peu près les clubs qui sont en proie à des difficultés financières, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui de plus en plus chaque année fait des victimes, et ce qui n'était pas encore le cas il y a quelques années. Et là, ça commence vraiment à faire des ravages dans le football français. Ouais. Le plus simple, je pense c'est qu'on parle un petit peu de tout ça la semaine prochaine. On fera un petit peu les bilans. Il y a déjà eu des passages de certains clubs devant la DNCG. On fera le bilan de tout ça. Vous saurez tout. Donc, soyez à l'écoute la semaine prochaine. Si on peut avoir encore quelques invités pour le national, ça va être compliqué parce qu'on va laisser quand même prendre leurs joueurs, les joueurs prendre leurs vacances. Sébastien Piocel nous a dit quand même qu'il rattaquait le 22 juin, donc il faut bien qu'il puisse se reposer un petit peu. Mais ouais, si on peut avoir des invités, notamment de CFA, parce que le championnat de CFA se terminera ce week-end. Et donc on fera le bilan sur tout ça, les montées de CFA, les passages devant la DNCG. Ça nous fera un programme bien rempli. Donc soyez à l'écoute pour la semaine prochaine, la dernière du débrief du national, pour faire un petit peu le bilan de tout ça. Voilà, merci encore d'avoir été à l'écoute. Et puis rendez-vous tout de suite avec Quand on aime le foot, on parle foot. Et sinon, le rendez-vous, c'est la semaine prochaine. 20h, 21h, débrief du national, la dernière de la saison. Allez, bonne semaine.